Mystérieux et légendaire Mwezi Gisahabo, qui règne sur une population d'un peu plus d'1 million d'âmes. Il est ici photographié à la fin de sa vie, dans sa tenue traditionnelle en écorce de ficus battu. Ces photos, prises par des explorateurs européens, marquent le début des transformations que la civilisation burundaise va vivre au cours du siècle, au contact des Allemands d'abord et des Belges ensuite. Jusqu'en 1962, année de la déclaration d'indépendance du Burundi, les influences coloniales amènent le pays à de profonds changements tant politiques qu'économiques et sociaux. Depuis le milieu du XIXe siècle, le roi Mwezi Gisahabo contrôle un immense espace domanial au centre du pays où vivent, répartis entre plusieurs enclos, ses quelques 12 épouses, dont sa préférée, Riri Kumutima. Il vit entouré de conseillers, de devins, de prêtresses. La société sous le royaume et sous la monarchie burundaise était une société, pourquoi pas, pyramidale, bien sûr, parce qu'au sommet, il y avait le roi Mwami, qui était appuyé par toute une série, bien sûr, de gens, à commencer par les Baganois, qui étaient les princes d'Ossan, à qui Mwami confiait l'administration de certaines provinces. Mais en plus de ces Baganois, il y avait aussi toute une série de gens choisis pour leur habilité, pour leur connaissance des pratiques politiques. Il y avait des chefs, à la fois Bahutu et Batutsi, qui entouraient le roi, donc le roi ne régnait pas seul. La population se trouve dispersée sur des collines. Elle vit de l'agriculture et de l'élevage. Le peuplement est très ancien au Burundi. On a des traces archéologiques, on a des estimations d'après la linguistique, et disons que ce qu'on pourrait appeler le peuplement actuel remonte au premier millénaire avant notre ère. On a par exemple de la métallurgie du fer datée d'environ 7e siècle avant notre ère. On est souvent à une idée selon laquelle le peuplement, la population actuelle du Burundi, que l'on classe selon des catégories qu'on appelle aujourd'hui ethnies, Batwa, Batutsi, Bahutu, sont des gens qui seraient arrivés, chacun par paquets séparés, les Batwa d'abord, de tout temps dans la forêt, puis les Bahutu qui correspondraient à ce qu'on appelle la migration bantoue, puis les Batutsi qui correspondraient à une hypothétique migration venue du nord-est, du Nil, de l'Éthiopie, etc. En fait, cette région, vous voyez, cette région des Grands Lacs, au centre de l'Afrique, est évidemment une région de rencontre, de contact. C'est sûr, il y a des populations différentes qui se sont rencontrées, mais il y a très longtemps. La situation qui nous sert de référence, c'est le 19e siècle. Si on prend la société de l'ancien Burundi, tu fais connaissance avec un paysan sur une colline qui connaît bien l'époque de Mwezi, et tu lui dis « Oromuki, qu'est-ce que tu es ?» Et qu'est-ce qu'il répond? « Je suis Mushubi, je suis Munyakarama, etc. » Il répond d'abord par l'appartenance au Mulyango, par rapport à ce que nous traduisons par clan. C'est-à-dire que c'est cela qui était l'aspect crucial dans l'identification. Parmi les Tutsis, il y avait des clans. Par exemple, c'était clans qui donnaient leurs filles au roi, mais vous aviez surtout parmi les Bahutus des familles privilégiées qui s'occupaient du roi dans la situation rapprochée, qui assuraient sa sécurité, et surtout qui étaient les garants du régime qui était basé sur le tambour, Kagenda. Chaque famille habite un rugo, un ensemble de constructions entourées d'une épaisse enceinte de branchages. Le peuple du royaume parle la même langue, le Kirundi, et partage les mêmes croyances
incluant un dieu suprême appelé Imana. Pour parler des croyances ancestrales du Burundi, il faut absolument se référer à la pratique connue dans cette société traditionnelle, la pratique d'Okubandwa. Contrairement à ce que les missionnaires qui ont débarqué ici pour la première fois pensaient, les Burundais étaient foncièrement religieux et croyants. Ils croyaient en un dieu Imana, qui est bien sûr différent du dieu amené par les missionnaires. Mais cette croyance passait par cet intermédiaire du Kiranga, un intermédiaire par lequel on passait à différents moments justement pour obtenir les faveurs d'Imana. C'était par exemple à l'occasion d'une famille qui était frappée par la stérilité, une famille qui était frappée par la maladie quelconque. Chaque fois, il y avait cette évocation d'Imana qui établissait l'équilibre et l'ordre des choses. À ces traditions ancestrales s'ajoute un mode de vie en harmonie avec l'environnement. Pour se vêtir, hommes et femmes recourent au milieu végétal et animal. C'est grâce aux habits faits d'une étoffe en écorce battue de l'arbre Umumanda qu'ils se couvrent le corps. On mange à la main dans une corbeille tissée avec du papyrus appelé Mfunzo. L'alimentation principale est à base d'haricots, de maïs, de patates douces, de bananes plantains et de sorgho. Cette alimentation est complétée par le lait pour les classes privilégiées. Ceux qui vivent près du lac Tanganyika passent de longues nuits sur leurs pirogues et ramènent le lendemain des paniers entiers de ndagala et de mukeke, très appréciés dans la région de la plaine d'Imbo. Sur les collines, la vache est le symbole de richesse, mais aussi un animal de prestige. Elle a même valeur de référence pour l'esthétique féminine. Si une femme est belle, on peut dire en parlant d'elle « Amaso meza kainyana ». Elle a les beaux yeux d'une génisse. Les hommes, eux, se distinguent par la forme de leur lance. Ils la plantent devant l'entrée de chaque habitation pour indiquer leur présence. La pointe des flèches en fer est obtenue dans tout le Burundi par coulage de minerais extraits de carrières au sud et au nord-est du pays. C'est avec ces flèches et ces lances que le peuple burundais chasse et protège son territoire. Aucune société ne vit dans l'idylle et l'harmonie où tout le monde s'aime bien. Au Burundi aussi, il y avait des guerres. Et il y avait des guerres soit extérieures. Par exemple, on raconte comment les Burundais ont résisté soit aux Arabes venus de la plaine, du lac Tanganyika, mais il y a surtout beaucoup de guerres internes. Quand on parle des guerres internes, on pense surtout au conflit des Baganois, c'est-à-dire à ces princes issus de rois, fils, petits-fils, arrière-petits-fils de souverains, qui s'installent dans une région, qui la contrôle, qui se disputent volontiers entre eux. Il y a beaucoup de conflits internes liés à des enjeux fonciers, de troupeaux, etc., de contrôle du pouvoir qui permet d'avoir la main sur tout cela. Mais il n'y a pas de ligne de fracture très claire. Ça évolue selon la conjoncture. Les principales guerres de conquête, qui ont fait doubler la superficie du pays, ont été menées dans la première moitié du XIXe siècle sous le règne du Mwami Ntare Rugamba. Mwezi Gisabo, son fils, a surtout mené des guerres défensives. Il garde les stigmates des nombreuses batailles qu'il a menées. Une jambe raide suite à un combat l'oblige à se déplacer avec des porteurs. Il cache aussi un œil borgne derrière un voile de ficus. Avec ses guerriers, il affronte avec succès les esclavagistes arabes du chef Rumaliza, malgré l'usage des armes à feu des envahisseurs. Chaque combat des Burundais est célébré au rythme des tambours et par les danses des guerriers d'élite, qu'on appelle Intore. Les tambours résonnent à chaque événement important du royaume. Comme quand le roi annonce au mois de décembre de chaque année le début des semences de sorgho. C'est la grande fête de l'Umuganuro. Le sorgho est une céréale associée à la tradition et à la vie sociale du Burundi. La légende prétend que les rois naissent avec une poignée de sorgho dans la main. Lors de l'Umuganuro,
le tambour sacré Karienda est présenté à la population. Tous les tambours du pays grondent pour célébrer le début des semailles. Et la fête de Muganuro était la fête nationale par excellence. Et c'est à cette occasion justement que les gens venaient renouveler leur attachement à la monarchie. Et c'était l'occasion pour le roi de distribuer différents présents à ces gens-là qui effluaient à la cour. Il y avait des délégations de tout le pays. Chaque chef envoyait une délégation, et ne pas envoyer une délégation était un signe de rébellion. S'il y avait ce qu'on pourrait appeler une nation burundaise, précoloniale, c'était autour de cette fête. Jusqu'au XIXe siècle, le Burundi est pour les Européens une terra incognita. En 1866, David Livingstone, un médecin explorateur écossais, atteint le lac Tanganyika. Il espère trouver dans la région les sources du Nil. Au cours de son expédition, il tombe malade et ses porteurs l'abandonnent. Il perd contact avec le monde extérieur. Un journaliste américain, Henry Morton Stanley, est mandaté par son journal, le New York Herald, pour le retrouver. Après de longues recherches, il arrive en 1871 à Ujiji, un comptoir swahili situé sur le lac Tanganyika, près de l'actuel Kigoma en Tanzanie. Et il retrouve l'explorateur. Dr. Livingstone, I presume, lequel répond « You have brought me new life ». Leur premier échange reste célèbre. Une pierre est érigée dans la région de Kabezi, à 15 km de Bujumbura, en souvenir de leur campement sur le littoral burundais. D'autres types d'explorateurs s'aventurent aussi au Burundi. Ce sont des missionnaires, catholiques ou protestants, qui s'installent avec l'espoir de faire de nouveaux convertis. Les plus connus d'entre eux sont les Pères Blancs, formés par le cardinal français Lavigerie. Ils sont les premiers à s'établir au Burundi. Le premier contact a été difficile parce qu'il a été fondé sur un quiproquo. Pour parler des missionnaires qui arrivent sur les bords du lac Tanganyika dès 1879, ils sont habillés en gandoura, ils sont habillés comme des Arabes, parce que les Pères Blancs ont été fondés par Monseigneur Lavigerie en Afrique du Nord, et quand ils ont développé leur activité en Afrique orientale, ils sont restés avec ce costume arabe. Les Burundais, associant les Arabes aux esclavagistes de Rumaliza, se méfient des Pères Blancs. Ces débuts difficiles ont parfois des conséquences dramatiques, comme en 1879 à Rumongue, où 3 Pères Blancs sont tués au cours d'un règlement de compte entre 2 chefs rivaux. Les Pères Blancs renoncent temporairement à s'installer dans le pays. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique est essentiellement entre les mains des puissances anglaises et françaises. Les hommes d'affaires allemands convainquent le chancelier Bismarck de mener des expéditions commerciales en Afrique. L'Allemagne se lance à son tour dans la course coloniale. Après la conférence de Berlin de 1884-1885, où est négociée la répartition des territoires africains entre les puissances occidentales, les différentes parties décident le 1er juillet 1890 que l'Ouganda revient aux Anglais et que les Allemands récupèrent toute la région à l'ouest du lac Victoria, en incluant les royaumes du Rwanda et du Burundi. Les Allemands investissent leur territoire en créant une garnison à Usumbura en 1897. Ils commencent alors à multiplier les expéditions militaires à l'intérieur du pays pour mater les rébellions et soumettre le Mwami à leur autorité. Mais il y en a notamment une qui a fait un effet terrible. Là, c'était le capitaine